Bienvenue dans la galaxie humaine. Ici on raconte les histoires à l'ancienne, avec du cœur, de la sueur et des tripes. Pas des voix en plastique, pas des contes aseptisés. Juste des humains, leurs rêves, et ce qu'il reste quand tout part en vrille. Parce qu'au fond, c'est quoi une histoire humaine sans l'humanité qui va avec? 11 vaisseaux du convoi Odyssée avant glissaient dans le noir entre les étoiles. En roue libre, moteur de fusion éteint, ils se laissaient porter par l'élan d'un calcul vieux de plusieurs décennies, une trajectoire tracée à coups de nuit blanche et de café froid. Ces vaisseaux n'étaient pas de simples transports, c'étaient des arches. Leurs coques cabossées racontaient le long adieu à l'ancien soleil, et à l'intérieur, 60 000 âmes retenaient leur souffle. Des ingénieurs, des paysans, des rêveurs, bref, des humains. Une graine balancée dans le vide cosmique, en espérant tomber sur un coin de terre chauffé juste comme il faut. Sur la passerelle du vaisseau de tête, l'Argo, une petite fille nommée Iris collait ses mains contre la vitre froide du hublot. Elle souffla dessus, dessinant un cercle de buée éphémère, un fantôme pâle face à l'infini noir. Devant eux, une planète se dévoilait lentement, marbrée d'ocre et de verre profond. Un bijou improbable suspendu dans le vide. Les sondes l'avaient baptisé Jenna. Le bout du voyage, le pari final. C'est elle, maman, murmura Iris, la voix toute petite dans le silence quasi sacré de la passerelle. Sa mère, Marine Arden, botaniste en chef de l'expédition, s'agenouilla à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. Oui, ma petite étoile. Notre nouvelle maison. À quelques kilomètres de là, sur le vaisseau amiral Pesfani, Josiah Arden regardait la scène via une fenêtre holographique. Sa femme, les yeux brillants, sa fille, un flou bondissant d'excitation. Pendant un instant, toutes les équations, tous les ajustements de trajectoire, toutes les corrections dus au vent stellaire prenaient enfin sens. Tout ça menait ici, à ce moment-là. Il allait parler quand sa console de navigation émit un bip discret. Une alerte énergétique énorme, bizarre, pas normale du tout. Un pic qui montait droit depuis la surface de Jenna. Trop violent pour être réel. Sûrement un bug. « Capitaine », commença Josiah calmement, « je détecte une émission énergétique massive depuis la planète. Ça ressemble à… » La lumière explosa. Les étoiles disparurent, effacées par un éclair blanc et muet qui jaillit de Jenna comme une lance divine. Le rayon traversa l'espace et frappa l'Argo sans un son. Une seconde plus tôt, Marin et Iris souriaient encore à l'écran. La suivante, l'image se noya dans la neige statique. Puis il n'y eut plus rien. Le vaisseau de tête, son cœur de fusion, sa famille, tout fut pulvérisé, réduit à un nuage incandescent de plasma. La coupure fut si nette que l'esprit de Josiah enregistra d'abord le vide. Un canal mort. Là où sa vie se trouvait encore un battement de cœur auparavant, le choc arriva après. Toujours. D'abord le vide, puis la vague. L'onde de particules frappa le reste du convoi comme une gifle cosmique. Les alarmes hurlèrent en chœur sur 10 passerelles à la fois. Un concert strident de fin du monde. Sur l'écran principal du Pesfani, l'icône de l'Argo s'éteignit net, remplacée par un nuage rougeoyant de débris qui s'étalait lentement, presque paresseusement. 15 000 personnes réduites à de la poussière chaude en moins d'une seconde. Et puis la lumière recommença. Un autre flash. Le Deita, gros cargo agricole plein de serres et d'espoir, se désintégra comme un jouet en plastique. Un troisième tir. Le Prometheus, vaisseau scientifique, suivit le même chemin avalé par le néant. Pas de sommation, pas de menace, juste une exécution froide, méthodique. Putain! Souffla quelqu'un sur la passerelle. Les 8 vaisseaux restants paniquèrent. Ces tas de ferrailles civiles, conçus pour tenir la distance, pas pour jouer à cache-cache avec la mort, cassèrent leur formation et partirent dans tous les sens. Moteur à fond, balançant de la chaleur et des émissions comme des feux d'artifice. Une fuite désespérée face à un ennemi invisible. Josiah Arden ne cria pas. Le protocole s'enclencha tout seul. À la seconde où la signature réseau de l'Argo disparut, l'autorité du convoi lui fut transférée. Un règlement qu'il avait lui-même rédigé, à une époque où ce genre de scénario n'était qu'un exercice théorique. Son identité fut validée, ses accès ouverts. Sa vie venait d'exploser, mais ses mains restaient parfaitement stables sur les commandes holographiques. Tous les vaisseaux, dit-il d'une voix plate sur le canal d'urgence, exécutez manœuvre d'évasion Delta 4. Pleine poussée, cap aléatoire vers la lune supérieure. Silence radio et thermique dès que possible. Autour de lui, la passerelle du Pesfani était en plein chaos. Des officiers couraient, des rapports fusaient, des étincelles pleuvaient d'un conduit arraché. Le vaisseau gémissait sous les manœuvres violentes, ses amortisseurs inertiels à 2 doigts de rendre l'âme. Et au milieu de ce bordel, Josiah restait immobile comme taillé dans la pierre. La douleur était là, massive, compacte, une singularité.
glacé planté dans sa poitrine, aspirant tout le reste. Les souvenirs de Marin, le rire d'Iris. Il les enferma quelque part au fond de lui dans un tiroir scellé. Ressentir, c'était mourir. Réfléchir, c'était survivre. À la barre, ordonna-t-il. Faites-nous passer derrière la Lune. Utilisez sa gravité pour nous catapulter vers le champ d'astéroïdes. Ça nous couvrira. La timonier, une jeune femme en larmes, hocha la tête sans dire un mot et exécuta. Sur l'écran, Jenna disparut, masquée par la face grise et criblée de cratères de sa lune. Derrière eux, le nuage brillant des débris, là où sa famille avait existé, n'était plus qu'une brume scintillante. Josiah l'enregistra dans le journal de bord. Anomalie Noine. Pas un cri, pas une larme. Juste la promesse muette que quelqu'un, quelque part, allait payer très cher pour ça. Saria. Vazek avançait dans la section ingénierie du Pesfani, comme un bulldozer en colère, cinquantaine bien tassée, visage buriné par des décennies de moteurs capricieux et de catastrophes, évité de justesse. Elle parlait avec les mains, toujours couverte de graisse et de liquide de refroidissement. Là, elle fendait l'air, distribuant des ordres sans pitié. Pont 12 en dépressurisation, on isole. Maintenant. Ce qu'il y a dedans, on s'en fout. Elle se tourna vers un autre groupe. Il me faut un bypass sur le circuit de refroidissement du moteur 3. Et je le veux hier. Son monde, c'était le sifflement du plasma, les coups sourds des marteaux magnétiques sur les plaques de coque, les gémissements d'un vaisseau qu'on forçait à tenir debout. L'ingénierie à l'état brut, une engueulade permanente avec la physique. Et jusqu'ici, elle gagnait. Un jeune technicien, le visage noirci de suie, la rattrapa en courant, une tablette serrée contre lui. Chef. Rapports finaux des autres vaisseaux. Elle ne s'arrêta même pas. Balance. Et pas de langue de bois. L'Argo, le Data et le Prometheus. Perte totale. Aucun survivant. Sa voix se brisa. Le Muellin et le Dédalus sont foutus aussi. Brèches multiples. Cœur de propulsion instable. Ils évacuent tout ce qu'ils peuvent. Saria s'arrêta net. Plus de 10 000 personnes envolées. Et Taro, son protégé. Un gamin brillant, spécialiste propulsion, qu'elle avait formé de A à Z. Elle revit son sourire, son enthousiasme un peu naïf. Le marteau dans sa main lui sembla soudain terriblement lourd. Elle écrasa ça. Elle n'avait pas le luxe de s'effondrer. « Évacuez-les » grogna-t-elle. « Qu'ils balancent chaque âme vivante dans des capsules et des navettes. On les récupère. »« Les autres » hurla-t-elle à l'équipage autour. On se sort les doigts et on retourne au boulot. Pour Saria, chaque système cassé était une insulte personnelle. Quelque chose là-dehors avait osé briser ses machines, avait osé tuer les siens. Et elle avait la rancune tenace, soudée à l'âme comme une soudure structurelle. Quelques heures plus tard, le silence revint, lourd et poisseux. 6 vaisseaux survivants se planquaient à l'ombre d'un champ d'astéroïdes. Des épaves blessées recroquevillées comme des animaux traqués. Les rescapés s'entassaient dans des systèmes de survie surchargés. Les coques mortes du Mulan et du Dédalus dérivaient au loin, leur lumière d'urgence clignotant jusqu'à extinction. Sur la passerelle du Pesfani, Josiah fixait le holotank central. Jenna y flottait belle et tranquille, comme si elle n'avait rien fait. Une planète sereine qui venait de massacrer des milliers de personnes sans sourciller. Des nouvelles côté transmission demanda-t-il. L'officier des coms secoua la tête. Rien. Les interférences sont totales. Même si on envoyait quelque chose, ça mettrait des décennies à arriver. Ce serait une épitaphe, pas un appel à l'aide. Puis l'écran clignota. Attendez. Le type se redressa. Je capte un signal. Faible mais structuré. Artificiel. Ça vient du champ d'astéroïdes. Des regards se croisèrent. Un survivant? Un piège? Ce n'est pas la planète, précisa l'officier. C'est proche. Josiah serra les dents. Rester planqué, c'était crever à petit feu. Bouger, c'était risquer l'exécution immédiate. Envoyez l'Orion, trancha-t-il enfin. Profil discret, moteur silencieux. Suivez ce signal et bordel. Soyez prudents. On a déjà trop perdu. Dans le silence tendu, l'Orion s'éclipsa, avalé par les rochers, et l'inconnu. L'Orion se faufila dans le champ d'astéroïdes, comme une bête blessée, qui refuse de faire du bruit. Moteur au minimum, coque refroidie jusqu'à se confondre avec la température du vide, chaque manœuvre était calculée au millimètre. À bord, personne ne parlait. On respirait à peine. Des heures passèrent à slalomer entre des montagnes de roches mortes, vestiges silencieux d'un système qui n'avait jamais aimé la vie. Le signal les mena au cœur du champ, là où aucun astéroïde n'aurait dû se trouver selon les cartes. Une anomalie. Un caillou évidé, creusé de l'intérieur, et niché dans son ventre un vaisseau. Il était noir. Pas noir brillant, noir mat qui avale la lumière. Sa coque semblait faite de plaques superposées, sans jointure visible.
comme l'écorce d'un arbre millénaire. Pas humain, pas récent. Un truc ancien, abandonné, et pourtant encore en vie. L'équipe d'abordage entra par une brèche béante, une vieille blessure dans la coque. À l'intérieur, l'air était mince mais respirable. Les systèmes tournaient encore, alimentés par une source d'énergie obstinée qui refusait de mourir. Les couloirs n'étaient pas droits. Ils ondulaient, organiques, parcourus de veines lumineuses qui pulsaient doucement à mesure que les humains avançaient, comme si le vaisseau les sentait passer. Au centre, dans une immense chambre sphérique, ils trouvèrent à la source du signal. Il n'y avait qu'un seul survivant. La chose se tenait immobile, haute d'environ 2 mètres, posée sur 3 jambes articulées. Son corps était une structure complexe de fibres métalliques tressées, vibrant d'un bourdonnement grave et constant, un être fait de sons et de résonances. À côté de lui, un piédestal lumineux diffusait le signal. Un traducteur. Quand le chef d'équipe, un agent de sécurité nommé Riggs, s'approcha, le bourdonnement changea de tonalité. Une voix synthétique, chargée d'une mélancolie ancienne, résonna dans leur casque. « Salutations. Vous êtes... nouveau. » Riggs garda son arme baissée. « On est humain. Convoi de colonisation. Et on vient de se faire massacrer. » Le bourdonnement devint plus grave, presque triste. Alors le mâle s'est réveillé à nouveau. « Je suis désolé pour votre perte. Cette douleur. Mon peuple la connaît bien. » L'entité se nommait Nomus. Elle expliqua. La planète Jaina n'était pas une planète ordinaire. C'était un organisme conscient à l'échelle d'un monde entier. Un esprit collectif vieux comme les étoiles. Le mal. Tout ce qui dépassait un certain seuil technologique était perçu comme une infection, un rival. Alors il réagissait, comme un système immunitaire, avec une arme énergétique capable de stériliser tout son territoire. Il ne négocie pas, expliqua Nomus. Il nettoie. Ils n'étaient pas les premiers. Les archives de Nomus le prouvèrent. Une fois rapatriés sur le Pesphanie, des images défilèrent. Explorateurs solaires réduits en cendres, vaisseaux refuges disséqués, peuples entiers effacés sans bruit. Toujours le même éclair, toujours le même silence après. Sur la passerelle, personne ne parlait. Même Saria avait fermé sa gueule. Josiah regardait l'écran sans cligner des yeux. Chaque flash lui rappelait celui qui avait tué sa famille. La même histoire, répétée encore et encore. Des victimes tombées dans le même piège cosmique. Quand les archives s'arrêtèrent, le silence pesa comme une enclume. Nomus vibra doucement. Nous avons choisi de nous cacher, de survivre. Nous pensions que répondre par la destruction nous rendrait semblables à lui. Josiah tourna enfin la tête vers l'être alien. Ses yeux étaient froids, vides de larmes. « Votre peuple a attendu, » dit-il. « Et le mal vous a détruit quand même ?» Il se leva droit comme un couteau. « Nous on n'attendra pas. » Dans son esprit, les calculs commençaient déjà à s'assembler. Une planète, une lune, et une seule issue possible. Ils appelèrent ça un ajustement orbital. Histoire de faire propre sur le papier. De pas dire les mots qui font peur. En vrai, c'était autre chose. C'était de la rage froide mise en équation. C'était l'humanité qui disait « ça suffit ». Dans la salle de briefing du Pesphanie, les capitaines survivants fixaient l'hologramme de Jaina et de sa lune bancale. Josiah parlait calmement, trop calmement. On ne peut pas fuir, on ne peut pas s'installer. Alors on supprime la menace. Définitivement. Il expliqua comment pousser la Lune hors de son orbite instable, comment y greffer les moteurs restants, comment transformer un caillou mort en missile céleste. Personne ne l'interrompit, parce que tout le monde avait compris. C'était ça ou crever comme les autres. Saria croisa les bras. « Ça va être l'enfer, dit-elle. On va démonter nos propres vaisseaux, jour et nuit, des mois. Et si on se rate d'1 micron, on est tous morts. » Elle inspira profondément. « Mais ouais, on peut le faire. » Alors ils l'ont fait. Pendant 6 mois, le champ d'astéroïdes devint une forge. On démonta des quartiers d'habitation, on sacrifia des serres, on vida tout ce qui pouvait servir. Les survivants ne pleuraient plus. Ils soudaient, ils coupaient. Ils construisaient. Chaque étincelle était un juron adressé à Jaina. Sur la Lune, ils gravèrent 2 mots, gigantesques, visibles depuis la planète. Odyssée avant, pas pour se la péter, pour que le mal sache qui venait lui régler son compte. Quand les moteurs furent prêts, Saria donna le feu vert. On allume la bougie. Les 6 propulseurs hurlèrent dans le vide. La Lune trembla, gémit, faillit se briser. Mais elle tint. Lentement, presque timidement, son orbite changea. Le mal le sentit. Une onde de panique psychique balaya la flotte. La planète lançait ses spores, ses horreurs biologiques, essayant de reprendre le contrôle. Les humains tinrent bon. Chalumeau contre chair alien. Man contre tentacule. Ils perdèrent des gens, encore.
Mais plus personne ne reculait. Le dernier jour arriva. Dernière poussée, annonça Josiah. Après ça, y a pas de retour. Alors on y va à fond, répondit Saria. Qu'ils s'en souviennent. Les moteurs crachèrent tout ce qu'ils avaient. La lune entra en chute irréversible. Les équipes se décrochèrent à la dernière seconde, arrachées à la gravité comme des mouches à un pare-brise. À distance de sécurité, la flotte regarda. La lune frappa Jenna. Il n'y eut pas de son. Juste un effondrement titanesque. La planète se déchira. Son esprit hurla une dernière fois dans toutes les têtes humaines. Puis plus rien. Le mal était mort. Son système aussi. Sur la passerelle, Nomus vibra faiblement. Vous avez fait ce que nous n'avons jamais osé. Josiah fixa l'écran noir. On n'est pas des dieux, dit-il. On est juste humains. Et quand on touche au nôtre, on rend les coups. Et quelque part dans la galaxie humaine, une nouvelle légende venait de naître.